Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre. Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun. Avec en cadeau, un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et c'est un moment dramatique et passionnant que Franck Ferrand a choisi de nous faire revivre aujourd'hui sur Europe 1. Il s'agit de l'assassinat de Marat le 13 juillet 1793. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Nous allons en effet nous replonger dans l'atmosphère de la terreur pour évoquer ce moment clé de l'histoire révolutionnaire. Et nous allons le faire en compagnie de Catherine Decour et de Jean-Denis Bredin, deux grands auteurs qui ont chacun à sa manière disséqué cet événement. Et je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent réagir et vous poser des questions en passant par le site internet d'Europe 1. Ils sont les bienvenus. Nous mettons tout de suite le cap sur Paris aux heures sanglantes de la Révolution. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Le 13 juillet 1793, Paris s'apprête à secouer sa torpeur pour fêter le 4e anniversaire de la prise de la Bastille. Un peu mollement tout de même. En cette veille de fête, ce n'est pas tant la terreur instituée depuis quelques semaines qui accable le plus les Parisiens, c'est la canicule. Une chaleur terrible qui fait les affaires des marchands de sorbets et d'éventails. Tôt le matin, à la fraîche, une jeune fille de 25 ans, Marie, pleine de vigueur et de décence, pénètre sous les arcades du Palais Royal. Le Palais Royal, c'est un lieu qui, à d'autres heures de la journée, est considéré comme mal famé. Elle est, cette jeune fille, au dire d'un témoin, de taille moyenne, d'une stature forte et pourtant élégante et légère. Châtain, joli visage à l'antique, des yeux très beaux, avec de longs cils. Elle porte une robe brune et un chapeau noir, noué sous le menton par 3 cordelières. La jeune fille entre chez un coutelier au 177 de la galerie de Valois. Elle se fait présenter toutes sortes de couteaux. Elle en choisit un, à manche d'ébène et virole d'argent, que le marchand lui glisse dans un petit étui de maroquin, enfin façon marocain, c'est un cadeau de la maison. La jeune fille paie, elle sort de la boutique, elle glisse le couteau dans son corsage et file à la station de fiacre de la rue Croix-des-Petits-Champs. « Chez Marat », lance-t-elle au cocher. Il est un petit peu moins de 9h du matin à ce moment-là. La jeune Marie paraît calme, mais surtout elle a l'air déterminée. Elle s'appelle en vérité Marie-Charlotte de Corday d'Armont, un nom que les révolutionnaires résumeront à Charlotte Corday. Elle s'apprête à commettre le crime le plus célèbre de la Révolution française, l'assassinat de Marat, chez lui, dans sa baignoire. Un acte qu'elle considère comme un acte de justice, de dévouement aux autres, une sorte de sacrifice à ses yeux dignes de l'antique. Un extrait sur Europe 1 de la symphonie en ré mineur d'Henri-Joseph Rigel. Franck. Je disais un sacrifice digne de l'antique parce que cette jeune fille est pénétrée depuis longtemps de grands principes. Vous savez, on va s'acharner à la présenter comme une royaliste alors qu'elle est surtout républicaine, mais républicaine dans le sens le plus noble du terme, républicaine d'une république digne des anciens. Marie-Charlotte lit Plutarque, dans le texte, elle s'exalte aux grandes idées de Rousseau, elle a quelque chose de cette grâce un peu froide des héroïnes tragiques. Et du reste, elle connaît par cœur la plupart des tragédies du grand Corneille, normal me direz-vous, puisqu'elle descend en ligne directe de ce grand dramaturge normand.
Elle appartient à la petite noblesse normande désargentée. À Caen, où elle vit, elle a dit à son amie Rose Fougeron à propos des chefs de la Révolution: « Tous ces hommes qui devraient nous donner la liberté l'ont assassiné. Ce ne sont que des bourreaux. Pleurons sur le sort de notre pauvre France. » Il y a toujours, dans cette époque et dans les personnages qui l'animent, il y a quelque chose de théâtral. On a l'impression souvent, lorsqu'ils ouvrent la bouche, que c'est pour sortir des répliques de théâtre. Or, c'est à Caen précisément que 18 des 22 Girondins, donc des modérés, décrétés d'accusation par la Convention, qui à l'époque est depuis donc quelques jours aux mains des enragés montagnards, c'est à Caen que ces Girondins sont venus se réfugier. Ils se sont installés à l'intendance rue des Carmes, autant dire à 2 pas de chez la tante de Marie-Charlotte. Ces hommes ont un ennemi juré, celui qui les a fait tomber, Marat, l'auteur acharné de l'Ami du peuple. Charlotte les voit, ces Girondins, elle les fréquente, elle a l'occasion de les entendre souvent invectiver, les révolutionnaires montagnards en général et Marat en particulier. Elle entend notamment l'adresse d'un d'entre eux, Pézenat, à propos de Marat: « Faites tomber la tête de Marat et la patrie est sauvée !» s'indigne-t-il un jour. Marat ne voit le salut public que dans un fleuve de sang. Eh bien, il faut que le sang coule, il faut que sa tête tombe pour en sauver 200 000. Oh Marat, féroce Marat. Bien sûr, dans l'esprit de Charlotte Corday, une idée fait son chemin à ce moment-là. Elle va peu à peu former le projet d'aller à Paris elle-même, et si personne n'est capable de le faire, de débarrasser la République de ce personnage. Elle est là comme ça dans son coin sans rien dire, mais elle mûrit cette étrange action qui cristallise dans son esprit. Et le lundi 8 juillet, elle dit au revoir à son amie Madame de Villiers. Elle est venue lui rendre visite. Madame de Villiers est en train d'écosser des pois. « Je viens te dire adieu, j'ai un voyage à faire », lui dit, on va l'appeler Charlotte, ce sera plus simple, notamment pour les auditeurs qui nous rejoindraient en cours de route, puisque nous parlons de Charlotte Corday. « Je viens te dire adieu, je n'ai pas voulu partir sans t'embrasser ». Elle n'a pas le courage de dire à son père qu'elle s'en va, elle lui laisse simplement un billet ainsi rédigé: « Je vous dois obéissance, mon cher papa, cependant je pars sans votre permission, je pars sans vous voir, parce que j'en aurai trop de douleur. Je vais en Angleterre parce que je ne crois pas qu'on puisse vivre en France heureux et tranquille bien longtemps. » Et elle termine: « Adieu, mon cher papa, embrassez ma sœur pour moi, ne m'oubliez pas. » Et là-dessus, elle prend la diligence pour Évreux. Le mercredi 10 juillet, elle atteint Évreux, d'où elle prend aussitôt une autre diligence, celle de nuit pour Paris. Elle arrivera le 11 à Paris, avant midi, aux Messageries nationales, près de la place des Victoires, donc dans cette rue Croix des Petits Champs dont je vous parlais tout à l'heure. Elle demande qu'on lui trouve un hôtel. Finalement, elle sera hébergée à l'hôtel de la Providence, 17 rue des Vieux Augustins. Elle est dans une toute petite chambre et bien entendu, elle médite, elle essaie de voir comment elle pourrait se rapprocher de Marat. Dès ce mercredi, elle se rend rue Saint-Thomas-du-Louvre chez Los Dupéret. Il faut vous dire que elle va servir de lien également entre les Girondins qui sont exilés et qui se trouvent à ce moment-là à Caen et ceux qui sont à Paris. Elle revient à 5 heures, elle lui remet une lettre de Barbaroux, il lui propose de venir la chercher le lendemain matin pour la conduire chez Garat, qui est le ministre de l'Intérieur. Elle tourne un peu pendant ce temps-là et elle va écrire, Charlotte, elle va écrire à ce moment cette adresse aux Français: « Jusqu'à quand, ô malheureux Français, vous plairez-vous dans le trouble et les divisions? Des scélérats ont mis l'intérêt de leur ambition à la place de l'intérêt général. Pourquoi, ô infortunés victimes de leur fureur, pourquoi vous égorger, vous anéantir vous-même pour rétablir l'édifice de leur tyrannie sur les ruines de la France désolée ?» Elle est constamment imprégnée, Charlotte Corday, imprégnée de l'esprit de vertu à l'antique. Mon esprit peu jaloux de vivre la mémoire ne considère point le reproche de la gloire. Toujours indépendant et toujours citoyen, mon devoir me suffit, tout le reste n'est rien. Ça, c'est dans La mort de César de Voltaire. Elle connaît tous ces vers par cœur, bien entendu. Elle a laissé un billet une petite lettre dans laquelle elle écrit: « Mes parents et amis ne doivent pas être inquiétés. Personne ne savait mes projets. Si je réussis dans mon entreprise française, je vous ai montré le chemin, vous connaissez vos ennemis, levez-vous, marchez et frappez. »
Et l'on en arrive à ce samedi 13 juillet. Elle se lève donc tôt, je vous l'ai dit, elle se rend au Palais Royal. Elle entre chez le coutelier Badin, elle achète ce couteau et elle monte dans un fiacre pour se rendre à l'hôtel de Cahors, 20 rue des Cordeliers, chez Marat. Alors, on lui dit en bas, c'est la concierge qui lui dit « Le citoyen Marat n'est pas visible ». Il est 9h à ce moment-là. Elle revient à 11. À ce moment-là, c'est Simone Évrard qui lui ouvre. Simone Évrard est la femme qui vit avec Marat. Elle héberge également sa sœur Catherine. C'est Catherine d'ailleurs qui met Charlotte dehors. Simplement, Charlotte a eu le temps de lui remettre un petit billet qu'elle a destiné à Marat. Et sur ce billet, il est écrit « Je viens de Caen. Votre amour de la patrie doit vous faire désirer connaître les complots qu'on y médite. » Et le petit billet en question n'est pas signé. L'idée est simplement de mieux disposer Marat, de le disposer à la recevoir plus tard. Elle rentre à son hôtel, on peut imaginer qu'elle met la dernière main aux écrits qu'elle va laisser, puis vers 6h elle se change, elle revêt un déshabillé bleu moucheté, elle rédige un nouveau billet, toujours destiné à Marat. « Je vous ai écrit ce matin, Marat, avez-vous reçu ma lettre? Puis-je espérer un moment d'audience? Il suffit que je sois bien malheureuse pour avoir droit à votre protection. » Et elle reprend un fiacre qui s'arrête cette fois à 7h à peu près, 7h20 rue des Cordeliers. À ce moment-là, Charlotte Corday monte, elle tombe sur Jeannette, la cuisinière, qui la repousse, mais aussi la femme Pain qui est là, et puis les sœurs Évrard, et tout le monde lui dit qu'il y a aussi un commissionnaire qui se trouve là, il s'appelle Laurent Bas, il est en train d'apporter des piles de papier. On lui explique que Marat ne peut pas la recevoir, et ça fait un peu de bruit, et depuis la salle où Marat est en train de prendre son bain, on entend « Simone, qu'est-ce qu'il se passe ?» Je vous dis que Marat est en train de prendre son bain. La vérité, c'est qu'il passe des journées entières dans sa baignoire sabot, une baignoire de cuivre, car il est victime d'une sorte d'eczéma chronique. Il a aussi, il faut le dire, des migraines terribles qui l'obligent à porter presque toujours autour de la tête une sorte de turban qu'il imbibe de vinaigre. Tout ça est le fait de sa nervosité, de son acharnement, on aurait dit autrefois, de la bile qu'il met dans l'exercice d'une activité sans cesse plus acharnée. Sa peau squameuse a besoin de ces bains qu'il prend constamment. Il fait diluer, on dilue de la glaise dans de l'eau d'amande. Enfin bon, c'est pas très ragoûtant évidemment. Et donc, Simone, crie Marat, que se passe-t-il ? Et à ce moment-là, on fait entrer Charlotte dans la pièce où Marat se tient. Il est toujours dans sa baignoire. Il a mis une petite planche sur la baignoire pour écrire, parce qu'il passe bien sûr beaucoup de temps à écrire. « Je suis venu vous entretenir des troubles de Caen, lui dit la jeune fille. La ville s'agite depuis l'arrivée des députés. Ah, les proscrits de la Gironde, râle Marat, ces traîtres. Combien sont-ils? Ils sont 18. Je veux des noms, dit Marat. Et à ce moment-là, Charlotte Corday commence à lui donner des noms. On apporte à Marat une potion qu'il prend. Et à ce moment-là, la compagne de Marat sort de la pièce. Charlotte va s'approcher. Elle a le couteau à la main et elle va plonger ce couteau au côté gauche de Marat, vers la deuxième côte, de travers vers le cœur. L'aorte a été coupée, le sang jaillit. J'ai rempli ma mission, pourra bientôt dire Charlotte. D'autres feront le reste. Immédiatement, bien entendu, les femmes accourent, on hurle. Charlotte essaie d'en profiter pour s'échapper, mais à ce moment-là, le commissionnaire dont je vous parlais tout à l'heure l'arrête. Il la fait tomber au sol, il essaie de la plaquer. On finit par accourir. On arrête Charlotte, on lui lie les mains dans le dos et on va la conduire, bien entendu, en prison. Pour elle, c'est une sorte de mission sacrée qui a été remplie. Reste maintenant à se défendre devant ses juges. Elle le fera comme tout le reste, avec vertu, dignité, avec même une forme de discrétion. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck qui nous fait revivre aujourd'hui sur Europe 1 l'assassinat de Marat dans sa baignoire, tué par Charlotte Corday d'un couteau dans la poitrine. Et nous ont rejoint Catherine Decour qui a publié chez Plomb Mémoire de Charlotte Corday, écrit dans les jours qui précédèrent son exécution. Et c'est une sorte de longue confession extrêmement précise dans laquelle on découvre en fait comment Charlotte Corday a pu en venir à un tel acte. Et puis de Jean-Denis Bredin de l'Académie française, On ne meurt qu'une fois, c'est publié
publié chez Fayard, Charlotte Corday savait qu'elle n'avait pas assassiné tous les Marat, écrit Jean-Denis Bredin. Elle ne pouvait être assurée que les autres Marat auraient peur. Elle ne vivait pas dans l'illusion, si même ces mots l'exaltaient, qu'elle avait sauvé sa patrie, ramené la paix civile. Seulement, elle avait accompli son devoir comme un héros antique. Elle est Judith, elle a tranché la tête d'Holoferne, elle a levé sur César le poignard de Brutus, elle est Cléopâtre, vouée à son devoir, au culte de la gloire, et s'élevant vers la mort, devant le tribunal de Dieu ou celui de l'histoire, ou celui de sa conscience. Elle doit être la meurtrière de la tyrannie. Elle ne doit penser ni à ses souffrances, ni aux souffrances de ceux qu'elle a pu aimer. Elle a offert sa vie, ce sont ses propres termes, sûrs d'avoir bien servi l'humanité. C'est une sorte de dévouement sublime et à l'antique que cet acte d'assassinat de la part de Charlotte Corday, Jean-Denis Bredin. Oui, c'est probablement, car expliquer l'acte de Charlotte Corday n'est pas forcément simple et nous avons tous essayé de l'expliquer. Elle a fourni des explications, mais elle a parfois menti, elle a dû parfois mentir. Donc, c'est un acte sublime. Elle a tué, croyant sauver la République, sauver les révolutionnaires, les vrais révolutionnaires, ceux qui voulaient le bien et pas ceux qui voulaient tuer tout le monde. Et elle avait fait de Marat, et il était d'ailleurs, elle n'avait pas besoin de le faire, il était un personnage à beaucoup d'égards monstrueux qui ne faisait que revendiquer la mort, que dire qu'il fallait mourir, qui disait que mourir, tuer ses adversaires, c'était même un devoir, car il l'avait écrit dans sa déclaration des droits de l'homme. C'est un personnage qui a subi une postérité assez tourmentée, puisque dans un premier temps, il est porté, évidemment, au Panthéon, et puis finalement, il fera partie des rares personnalités qui ont été dépanthéonisées. On l'a sorti aussi vite qu'on l'y avait fait entrer. On ne l'avait pas fait entrer très vite, car oui, il faut penser qu'il a été décrété pour entrer au Panthéon, mais il n'est entré que plusieurs mois après, je crois me souvenir. Et il n'est entré que plusieurs mois après, il est sorti en 1795. Avec Thermidor, oui. Avec Thermidor. Mais il est vrai aussi que Marat n'était pas apprécié, et loin de là, de tous les révolutionnaires. Il y avait quelques-uns qui pensaient que la doctrine de Marat pouvait porter ses fruits, mais des hommes comme Robespierre, qui pourtant seront terribles quand il faudra l'être, et quand ils seront, étaient embarrassés par Marat. On peut d'ailleurs se demander pourquoi Charlotte Corday s'est focalisée sur Marat, alors qu'un homme comme Robespierre était évidemment plus à même de diriger les affaires à l'époque de la Terreur, alors aussi qu'un homme comme Hébert se montrait dans Le Père Duchesne d'une violence encore plus grande et bien plus acharnée peut-être que Marat lui-même. Elle avait conscience d'avoir, nous dites-vous, accompli son destin. « Pardonnez-moi, mon cher papa », écrira-t-elle à son père dans une lettre, « d'avoir disposé de mon existence sans votre permission. J'ai vengé bien d'innocentes victimes, j'ai prévenu bien d'autres désastres. » Elle a donc le sentiment d'avoir fait œuvre de salubrité publique, et elle conclut par ce vers de Corneille, bien entendu, « Le crime fait la honte et non pas l'échafaud ». Catherine Decour, est-ce qu'on peut dire que cette Charlotte Corday avait été complètement imprégnée des idéaux d'une sorte de république à l'antique? Est-ce qu'on peut dire qu'elle était, en quelque sorte, la vengeuse du peuple? Oui, elle est imprégnée. Il y a un fantasme collectif sur l'histoire romaine à l'époque. On joue Brutus partout. Oui, c'est vrai, oui. Le buste de Brutus est partout. À l'Assemblée, les députés adorent se revêtir de toges à la romaine. Ils sortent des petits poignards pour un oui ou un non, en menaçant de se percer le sein ou de percer le sein de leurs voisins, ce qui est un peu plus ennuyeux. Elle a été élevée de façon dans le mythe, dans le respect, dans l'amour de Corneille, plus de Thomas, qui est le grand homme de la famille, le frère de Pierre. Voilà, que de Pierre. Et elle partira. Les deux dernières lignes, ce sont des vers de Thomas Corneille. Elle est très cornélienne. Comment a-t-elle vécu la Révolution? On a
tendance, parce que ça a été aussi le travail des historiens révolutionnaires, ou en tout cas républicains devrais-je dire, on a tendance à considérer Charlotte Corday comme une petite aristocrate assez déclassée et très royaliste. En fait, elle est plutôt une idéaliste de la République. Elle est complètement républicaine, complètement. Elle dira à son procès, j'ai été républicaine bien avant la Révolution. Alors c'est une république idéale, elle est imbibée de Plutarque. C'est Rousseau, bien sûr. Peut-être plus encore Plutarque. Et Plutarque, oui, bien sûr. Que Rousseau, elle est vraiment... C'est une romaine, et elle change de religion. Elle qui était très religieuse, elle prend la religion romaine. Elle dit, au moment de sa mort, je veux aller dans les Champs-Élysées. Et ça, c'est un mystère. Qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire pour elle? Alors, elle le tue, il faut bien le comprendre, après 4 ans de révolution. Et les gens, après 4 ans de révolution, ils sont usés. Ils sont usés parce qu'ils sont déçus. C'est un crime, il faut bien le dire, un crime d'indignation. Charlotte, c'est d'abord une indignée. Vous avez fait un portrait moral de Charlotte Corday dans ses mémoires que vous écrivez chez Plon. Il existe un portrait physique d'elle, puisqu'elle va demander que le peintre Auer, Jean-Jacques Auer, vienne faire son portrait, Jean-Denis Bredin. C'était la volonté de laisser une image à la postérité, l'image de son sacrifice, en quelque sorte. Voulait-elle laisser son image? Elle avait la conscience d'accomplir un devoir héroïque, comme un héros antique, et elle voulait laisser son image, et ce portrait, elle l'a voulu, elle l'a répété. D'ailleurs, le président Montané, qui a présidé et qui l'a condamné à mort, a autorisé qu'elle continue son image après sa condamnation à mort, et elle a de la même manière distribué des cheveux à tous les gens qu'elle voulait remercier, c'est-à-dire ceux qui l'avaient gardée, ceux qui avaient été courtois avec elle, ceux qui s'étaient bien conduits. Et le bourreau Samson, qui n'était pas un tendre, qui l'a conduite à l'échafaud, le bourreau Samson fera ensuite dans ses mémoires un éloge d'elle extraordinaire en disant que depuis Monsieur de la Barre, il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi courageux, d'aussi héroïque. Une telle fermeté d'âme. Elle avait une fermeté d'âme. En même temps, quand il lui disait, excusez-moi, on traîne un peu, mais nous finirons bien par arriver, lui disait-elle. Oui, vous trouvez que le chemin est long, lui dit Samson, voilà. Nous sommes toujours sûrs d'arriver. Nous sommes sûrs d'arriver, et elle a été extraordinaire de courage, car elle avait l'impression qu'elle subissait un destin qu'elle avait choisi elle-même. Dans la voiture, au moment d'arriver, elle se penche pour essayer de voir la guillotine, et Samson se déplace pour cacher, on peut dire par pudeur. Et à ce moment-là, elle lui dit « Laissez-moi donc voir, j'ai bien le droit d'être curieuse, je n'en ai jamais vu. Oui. » Il faut imaginer cette exécution de Charlotte Corday dans une atmosphère cinématographique. Il y a du tonnerre, des éclairs, la pluie tombe à verse. Elle est venue debout dans sa charrette, elle est restée tout le temps debout, alors que le voyage dans la charrette a été long, et elle était d'un courage, mais encore une fois d'un courage antique. En même temps, il y avait chez elle un pessimisme profond sur elle-même, je veux dire sur son destin. Elle ne voulait pas se marier, elle a dit plusieurs fois « vous ne m'appellerez pas madame », écrivait-elle à ses amis, et que son destin se termine de telle manière est-elle ce qu'elle voulait. Et elle a été ensuite chantée, enfin plus que chantée, louée par tant dont Lamartine, qui n'a cessé d'écrire de l'ange de l'assassinat, et par écrire qu'elle était un personnage prodigieux, extraordinaire. Un sinistre sire qui s'appelle Legros va attraper la tête dans le panier pour la souffleter. Il sera puni de prison, mais évidemment son acte est puni, mais néanmoins pour l'ensemble du Paris de l'époque, elle est quand même plus une meurtrière qu'une libératrice. Ça, c'est incontestablement. Dans un premier temps, elle est particulièrement honnie par la foule. Nous ne pouvons pas quand même dénombrer ceux qui... c'est difficile à dire. Qui pensaient qu'elle était libératrice et ceux qui pensaient qu'elle n'était qu'une meurtrière, car c'est difficile à dire.
Des gens comme, je retourne à Robespierre, mais des gens comme Robespierre n'auront pas le moindre geste, le moindre mot, le moindre signe vers elle. Et pourtant, Robespierre a été profondément libéré par la mort de Marat. Alors, entre le crime et le supplice, il y a eu tout de même un procès. Nous l'avons un peu vite escamoté. J'aimerais y revenir dans un instant. Un extrait sur Europe 1 de la symphonie pour musique militaire composée par François-Joseph Gossec. Franck. L'assassinat de Marat par Charlotte Corday a donc eu lieu le 13 juillet de cette année terrible à tous les sens du terme, 1793, et très vite s'ouvre le procès, vous imaginez bien, le 17 juillet à 8h du matin dans la salle dite de l'égalité. On est dans l'ancien palais de l'île de la Cité. Le président de la cour, Montané, va désigner pour défenseur Chauveau-Lagarde qui se trouve être dans la salle. Alors, c'est bien entendu Fouquier-Tinville qui a dressé l'acte d'accusation et pendant que le greffier donne lecture de cet acte d'accusation, dont vous imaginez la rhétorique révolutionnaire et particulièrement sévère de Fouquier-Tinville, célèbre, pendant que le greffier donne lecture de cet acte d'accusation, Charlotte Corday reste quasiment impassible. Alors, on entend les différents témoins, il y en a eu tellement, et puis le président Montané pose des questions, bien entendu. Il lui pose des questions notamment à propos du billet qu'elle a fait parvenir à Marat et qui lui a permis d'accéder près de sa victime. Ce moyen, lui dit-il, tient de la perfidie. Je conviens que ce moyen n'était pas digne de moi, répond Charlotte Corday, mais ils sont tous bons pour sauver son pays. Qui vous avez donc inspiré tant de haine contre Marat? Je n'avais pas besoin de la haine des autres, j'avais assez de la mienne. La pensée de tuer a dû vous être suggérée par quelqu'un. Qui vous a engagé à commettre cet assassinat? On exécute mal ce qu'on n'a pas conçu soi-même. Vous agissiez donc en tant que personne. Et là, le président lui dit « Qu'est-ce que vous haïssiez tant ?» dans Marat, et elle répond « Ces crimes ». Qu'entendez-vous par ces crimes? Les ravages de la France que je regarde comme son ouvrage. Il y a chez cette Charlotte Corday une sorte de constance incroyable. Il y a on a l'impression qu'elle est l'ange vengeur. Elle est le bras armé d'une sorte de justice immanente. C'est assez impressionnant, bien entendu. Vous imaginez qu'il en faudrait davantage pour impressionner Fouquier-Tinville, et le tribunal qui va la condamner à mort ordonne que Marianne Charlotte Corday sera conduite au lieu de l'exécution revêtue d'une chemise rouge, la chemise rouge des parricides. Elle présente une ultime requête, c'est donc que l'on fasse son portrait à ce moment-là, et elle remerciera son défenseur Chauveau-Lagarde, dont il faut bien dire qu'il n'avait pas dit grand-chose. Catherine Decour, elle ne cherche pas finalement à se défendre, mais plutôt à expliquer son acte. Absolument, et elle a une certaine maturité politique, elle a surtout de grandes connaissances politiques pour l'époque, pour une jeune fille et pour une provinciale. Elle fait la leçon d'ailleurs, elle dit « Il n'y a qu'à Paris qu'on a les yeux fascinés sur le sujet de Marat ». Sous-entendu, en province, on réfléchit davantage. Et elle dit aussi « On ne va pas ramper sous le despotisme municipal de Paris, c'est sous la Commune ». Et elle leur explique bien les raisons politique de son geste. Marat, c'est lui qui a fait les massacres au mois de septembre, c'est lui qui a attenté à la souveraineté nationale en faisant arrêter les députés de la Convention, c'est-à-dire les Girondins. Il y a chez cette Charlotte Corday une sorte de grande maturité politique, Jean-Denis Bredin. Elle est très loin d'agir sous le coup de l'impulsion, son acte est réfléchi, c'est un acte de sacrifice héroïque et elle l'assume pleinement jusqu'au bout.
on va finir par être obligé d'admirer cette meurtrière. Mais on ne peut pas ne pas l'admirer. Et d'ailleurs, les auteurs et les poètes qui l'ont admirée ont été très nombreux et qui ont dit leur grande admiration pour elle. Maturité politique, c'est moins sûr, en ce sens qu'elle n'a pas compris, en tout cas pas admis, tous les développements de la Révolution. Par exemple, que Marat ne fut qu'un importun dans la Révolution qu'imaginait Robespierre, ça, elle n'a pas vu, ou en tout cas n'a pas voulu le voir. Elle n'a pas voulu le voir. Il est certain que le combat que menait Marat, mais Marat menait un combat de véritable fou, d'hystérique, si ce mot a un sens, mais il vantait tous les meurtres, il voulait tous les meurtres, il disait constamment qu'il fallait tuer ses adversaires, et dans la déclaration des droits de l'homme qu'il avait fait, il avait reconnu le droit de tuer à tous les gens qui ont besoin de tuer. Il était terrifiant, Marat, mais il faut le dire aussi, très malade. Et très malade, souffrant beaucoup, quoiqu'il ait toujours été comme ça, mais sa souffrance ajoutait probablement son infirmité, la difficulté qu'il avait à sortir de sa baignoire, sa lèpre, ses maladies. Il avait déjà un genou à terre au moment où Charlotte Corday le frappe tout de même. Hein. Il était physiquement très diminué, disons-le. Très diminué. Puis en plus coincé dans sa baignoire. Très diminué, coincé dans sa baignoire. Mais elle l'a tué au moment où il a porté au maximum, j'allais dire, son ambition démoniaque. Il lui avait répondu « Et que ferez-vous ?» Elle avait expliqué tout ce qui se passait à Caen, tous les discours des Girondins, et elle a répondu « Que ferez-vous ?» Et il a dit « Je les ferai tous guillotiner à Paris. » Et c'est à ce moment-là qu'elle l'a frappé. Un ange assassinant un démon, faut-il encore parler de crime ? Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. L'ouverture pour instrument à vent composée par François de Vienne. Je rappelle que nous nous intéressons aujourd'hui sur Europe 1 à l'assassinat de Marat en compagnie de Jean-Denis Bredin de l'Académie française et de l'écrivain Catherine Decour. Franck. Alain nous demande par internet si on pourrait parler de l'assassinat de Lepelletier de Saint-Fargeau, en précisant que l'assassinat de Marat et que celui de Lepelletier avaient fait l'objet de 2 tableaux jumeaux de David. Certes, ce serait l'objet là d'une toute autre émission. Ce que j'aimerais que nous fassions, c'est revenir, parce que j'en ai bien conscience, passé très vite sur cet aspect tout à l'heure dans la première partie, dans mon récit, revenir sur les inspirateurs finalement de tout cela, ou peut-être, et voir quel a été leur rôle exact autour et auprès de Charlotte Corday. Je voudrais qu'on revienne sur ces Girondins qui avaient été donc victimes des montagnards quelque temps avant le départ de Charlotte de Caen. Ces Girondins ont quand même joué un rôle essentiel dans sa décision de passer à l'acte, Catherine Decour. Oui, alors ils ont été effectivement victimes des montagnards et de Marat. Et de Marat, bien sûr. Oui. Comment ont été victimes de Marat? Il est très efficace, à Marat. Ont été victimes de Marat Necker, qui est passé de l'idole du peuple à la faveur du peuple en 3 mois avec Marat. Comment ont été victimes Lafayette? Comment ont été victimes le roi? Car c'est Marat qui obtient le scrutin uninominal public. C'est Marat qui refuse l'appel au peuple, etc. Donc il est redoutablement efficace. Et les pauvres Girondins, ils en font. Alors elle les voit à Caen. Et il faut bien dire, ils la déçoivent. Elle a écrit, je sais plus, dans une de ses dernières lettres, il faut laisser écrire de tels hommes et ne jamais les employer. Parce que elle se sent, elle le dira à Montané, mais j'ai jamais manqué d'énergie. Montané qui est le président du tribunal. Qui d'ailleurs est un président débutant, hein, c'est assez, il est à l'un de ses tout premiers. Séduit par Charlotte, un petit peu. Et que Fouquier-Tinville fera mettre en prison d'ailleurs. Eh oui.
le surlendemain, je crois. En estimant qu'il avait été trop favorable à l'accusé. Oui, et qu'il avait même tronqué une question. Oui, il avait enlevé avec des intentions contre-révolutionnaires. Avec des intentions bizarres. Fouquier-Tinville mourra et heureusement Montané sortira de prison quelques mois plus tard. Quant au défenseur, Chauveau-Lagarde, on ne peut pas dire qu'il ait fait preuve d'une éloquence extraordinaire dans la circonstance. Aucun défenseur ne pouvait faire autre chose que dire quelques mots. D'ailleurs, elle l'avait demandé à Pontécoulant, qu'elle avait connu là-bas, et qui était un parent d'une de ses une abbaye, d'une abbesse, mais elle avait voulu être défendue, mais on ne pouvait pas dire à un défenseur, surtout quand il venait, il ne savait rien de l'affaire, dire autre chose que quelques mots. Quelques-uns ont dit un peu plus dans d'autres circonstances que nous évoquions tout à l'heure, mais pas nombreux. Vous auriez aimé la défendre, vous, Maître Bredin ? Je n'ai jamais été devant les juridictions pénales, alors j'aurais été très mauvais défenseur. Très mauvais défenseur. Et si tant est que vous deviez la défendre, sur quel aspect mettriez-vous l'accent ? Sur son héroïsme, sur les aspects que la littérature ensuite a choisis. Catherine me dira si je me trompe. Son héroïsme, son courage extraordinaire dans l'accomplissement, son secret, car elle n'avait pas mis les Girondins au courant du meurtre qu'elle allait commettre. Et elle partait pour Paris, elle partait pour aller aider une de ses amies et voir Dupéret qu'elle a vu d'ailleurs, mais elle n'avait pas dit qu'elle partait pour tuer Marat. À quel moment l'a-t-elle décidé ? Ça, Catherine le sait peut-être, à son avis. Elle le dit d'abord le 31 mai, le jour de l'arrestation des Girondins, oui. Et ensuite le jour où à Caen, on fait une grande marche militaire, une revue pour enrôler des volontaires pour aller à Paris. Mon Dieu, elle ferme les yeux et quand elle les rouvre, il y en a 17. Alors pour sauver la France, c'est pas beaucoup. Elle dit, dites-leur bien que c'est le courage avec lequel les volontaires se sont enrôlés le dimanche 17 juillet qui m'a décidé. Mais jusqu'à la dernière seconde, elle ne sait pas si elle aura la force. Il faut quand même revenir sur le contexte politique de l'époque. On est en plein danger pour la France d'invasion extérieure. Il y a sans doute chez Marat beaucoup, vous nous l'avez dit, Jean-Denis Bredin, beaucoup d'excès, beaucoup de folie même. Mais il y a peut-être aussi un appel sincère à la défense du territoire, en quelque sorte. Et en tuant Marat, aux yeux des contemporains, Charlotte Corday faisait peut-être aussi un acte de traîtrise, non ? Non, par exemple, elle avait 2 frères émigrés, elle en a été profondément navrée. Et elle disait, si jamais les armées immigrées remettaient le droit sur le trône, la liberté serait à nouveau enchaînée. Je ne crois pas que cet aspect est compté pour elle. Ce qu'elle a fait, c'est un tyrannicide. Et vous savez que l'Église catholique, par la voix de saint Thomas d'Aquin, justifie sous 5 conditions. Oui, c'est ça, oui. Justifier le tyrannicide, c'est toute la question de Ravaillac, ça. Oui. L'accepte sous 5 conditions. Ne ressemble-t-elle pas, nous demande Patrick, ne ressemble-t-elle pas à une autre héroïne dont vous avez raconté l'histoire, qui, elle, fera tomber Robespierre? Elle lui parle en l'occurrence de Teresa Cabarrus, de Madame Tallien. Alors j'ai envie de dire non, pas du tout. Nous sommes même aux antipodes. Ce sont 2 personnages très différents. Madame Tallien, un personnage charmant certes, mais totalement vénal, totalement léger, et qui évidemment va essayer toujours de pousser ses propres intérêts et avantages. Et puis la figure très pure, très héroïque, très virginale en quelque sorte de cette Charlotte Corday qui, elle, vient venger simplement la République et vient essayer de sauver la nation. C'est un peu ça, son idée. Alors il y avait peut-être chez elle un pessimisme fondamental qu'elle avait dû à une enfance difficile. Sa mère était morte dans des conditions compliquées. Elle avait été élevée à l'abbaye aux Dames. Puis ensuite, elle ne pouvait pas vivre avec son père. Elle ne voulait pas. Son père ne faisait que réclamer. Réclamer parce que les droits de ses frères lui avaient paru plus importants que les siens. Et elle a été
solitaire, je ne sais pas si elle est très seule. Parlant très peu, ayant très peu d'amis. Jamais vous ne m'appellerez madame, dit-elle à une de ses amies, lui signifiant que jamais elle ne connaîtrait un homme, ou qu'en tout cas jamais elle ne se marierait. Et elle était seule et sombre. Dans cette solitude et dans ce destin qui paraît devoir être bref, il y a peut-être une des clés de la décision de Charlotte Corday. Elle se sacrifie et peut-être se libère-t-elle tout en libérant les autres, de Catherine de Cour. Elle écrit « Personne ne perdra en me perdant ». Ah, c'est terrible. C'est terrible. Vous avez, en écrivant vous ces mémoires de Charlotte Corday, comme si c'était elle donc qui racontait toute sa destinée, vous avez essayé de nous replonger dans son contexte familial, dans son contexte sociologique en quelque sorte. Vous nous parlez de cette Normandie des derniers temps de l'Ancien Régime et de la Révolution. Elle aura été aussi peut-être le produit de son éducation, cette Charlotte, enfin cette Marie-Charlotte, car en vérité on l'appelle Marie. C'est Marie qui signe ses lettres, son vrai prénom est Marie, Marie d'Armont, au point que quand son père entendra crier l'assassinat de Marat par Charlotte Corday à Argentan, il pensera pas une seconde que c'est sa fille. C'est ça. Oui. Bien sûr, elle est le produit de son éducation, elle est le produit de sa Normandie. Elle a été heureuse dans sa jeunesse, je pense, quand elle est au milieu d'une famille nombreuse, avec ses frères et sœurs, avec sa mère, avec les veillées. Elle a été heureuse. Et puis après, oui, sa mère est morte. Et puis la Révolution l'a tellement déçue. Elle a tout quitté pour vivre à Caen, la Révolution de plus près. Elle lit tous les journaux. Elle a un valet extraordinaire qui le soir vient lui raconter ce qui se passe dans les sociétés. Et puis tellement déçue, et toute seule, personne à qui confier cette déception. Elle a cru sans doute faire œuvre salutaire. Elle aurait sans doute été déçue par les conséquences réelles de son acte. Finalement, ça n'a pas changé grand-chose. Oui, mais ça, elle n'y a peut-être pas beaucoup réfléchi. Elle ne connaissait pas bien la Révolution. Elle ne savait pas bien quels étaient les gens forts, les gens faibles. Les Girondins avaient envahi la Normandie. Enfin, envahi. Ils étaient venus se réfugier, en tout cas à Caen. Oui. Se réfugier à Caen. Elle entendait des tas de discours. Non, je ne crois pas qu'elle ait saisi les événements. Il y avait chez elle l'ange de l'assassinat, c'était la formule de Michelet, je crois, oui. Et elle était un ange qui mettait fin à sa vie. Elle n'en voulait pas beaucoup davantage, me semble-t-il. Elle voulait la gloire peut-être aussi, ça c'est possible. Quelle a été sa postérité au théâtre, à la télévision, immense, au cinéma Immense. Ouais. Au 19e. Au 19e, d'abord toutes les villes se mettent à s'appeler Marat. Oui, et Saint-Léger-des-Bois s'est appelé Marat-des-Bois. Oui. C'est extraordinaire. La fraise. Et les pièces ont été très nombreuses, des pièces sur elle, des pièces sur Marat, des pièces sur pièces qui n'ont pas toujours été d'ailleurs des pièces à succès, mais enfin on jouait beaucoup plus de pièces qu'autrefois, qu'aujourd'hui. Elle était une héroïne antique dans la vie. Il était normal que les dramaturges se servent de cette héroïne toute faite. Est venue une époque où Marat a changé de rôle et où on a fini par cesser de faire trop de pièces. Enfin, c'est l'époque où Marat est apparu comme le juif total. Il n'était pas juif du tout, mais il est apparu à partir de Drummond. Drummond déjà le fustige terriblement. Et pendant l'occupation française, ça n'a pas arrêté. Les pièces sur Marat, pour montrer que c'était un juif parfait et qui avait fait beaucoup de mal à la France. Jean-Denis Bredin de l'Académie française, On ne meurt qu'une fois, Charlotte Corday, c'est chez Fayard. Et puis les mémoires de Charlotte Corday écrits dans les jours qui précédèrent son exécution, ce sont donc des mémoires apocryphes mais extrêmement crédibles, sont de Catherine de Cour et c'est publié chez Plomb. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été des nôtres. Merci à vous.